music. Bakersfield soaked with rain, fading faster than I can stand. The dream is dead, what have I become? Born on the darker side and always on the run. With the guns, the smokes, we lost, we know. We fell, we hit the ground so low, so high, so fast. We lost control, we spun around, at least we know. I could really tell you what I think about you, then I'll say I'm sorry, stuck here in my own way. I can't live without you, even though I doubt you. Never-ending hurricane, stuck inside of my brain. Why you got me acting so cold? There's a fire burning inside these veins, but it's just smoldering. Something's not the same. Night's darker than all these lights. Time to call my demons out and see who wants to fight. But the guns, the smokes, we lost, we know. We fell, we hit the ground so low, so high, so fast. We lost control, we spun around, at least we know. I could really tell you Filled with about you, then I'll say I'm sorry, stuck here in my own way. I can't live without you, even though I doubt you. Never-ending hurricane, stuck inside of my brain. Why you got me acting so cold? Maybe we should take it more slow. Why you got me acting so cold? So why you got me acting so cold? Maybe we should make it more slow. Maybe we should take it more slow. The guns, the smokes, we lost, we know. We fell, we hit the ground so low, so high, so fast. We lost control, we spun around, at least we know. I can really tell you what I think about you, then I say I'm sorry, stuck here in my own way. I can't live without you, even though I doubt you. Never-ending hurricane, stuck inside of my brain.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce coup-ci, c'est bon, j'ai réussi à la faire le mercredi, cette émission. Parce que normalement, c'est le jour de sortie, quel film sort. Voilà, la semaine dernière, c'est vrai que j'ai pas pu la faire le mercredi parce que j'ai eu pas mal de taf. Et bah, j'ai pas eu le temps de préparer l'émission. Donc, on l'avait fait le jeudi. Mais là, on est bon, on est à l'heure, tout. Bonjour Mastar, comment vas-tu? J'espère que ta journée s'est bien passée. Je sais pas si vous avez le même temps que moi, mais nous on est à pas loin de 30 degrés. Vous voyez, bon, j'ai pas fermé les volets, j'ai pas. Mais les fenêtres sont ouvertes, je sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent. Je vais peut-être rapprocher ça comme ça, voilà. Et donc on va attaquer tout de suite la présentation des films. Et il y a une petite surprise à la fin. Vous allez voir. Je sens que moi je vais rigoler toujours. Bon, normalement c'est pas forcément le but, mais et c'est pas forcément une comédie. Oh, ça commence déjà à y avoir des mouches. Mais bon, moi ça m'a fait rire. Allez, donc on attaque tout de suite avec une première sortie, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Le deuxième volet sortira en octobre ou novembre, je crois, et ce sera Milady. Ils ont respecté les textes de l'auteur d'origine. On regarde la bande-annonce tout de suite. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? C'est intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt.
fait donc descendre pour le deuxième volet. Et on va regarder tout de suite un petit documentaire, enfin une petite réaction, interview des super-héros. Alors ça fait du grand spectacle quand même. La question que je me pose, parce que ça a l'air d'être un film qui a coûté une blindaxe, Pathé alors la semaine dernière, ils n'avaient pas fini de rentrer dans leurs frais pour Astérix et Obélix. J'espère que ce coup-ci, ils vont rentrer dans leurs frais, parce que ça va commencer à être un peu délicat pour eux. Bon, après, il y a le Danny Boone qui sort, c'est Pathé Distribution aussi. Peut-être que ça va aller à... Il a pris sa volée, oui. Bonjour Kalou, comment vas-tu? Et donc, on regarde la petite interview des acteurs. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. Je pense que dans l'ADN de toute façon de l'œuvre de Dumas, il y a quelque chose de très large. Donc en ça, je pense que c'est une histoire de toute façon qui a des vocations à parler à un large public. Donc est-ce que c'est ça, être un blockbuster peut-être? Quand on fait des films, bizarrement, enfin moi quand je fais un film, je me dis toujours j'espère que ça va plaire aux adolescents. Donc on se dit peut-être ce film-là, Les Trois Mousquetaires, on va pouvoir intéresser les adolescents parce que c'est une promesse d'aventure ou de dépaysement total, parce que c'est un film d'époque. Ces Trois Mousquetaires sont des super-héros. Ils ont le sens de l'honneur, ils sont virils, ils sont sexy. Ils ont plus de chair, je trouve, même que les autres mousquetaires qu'on a vus dans les autres versions. Il y a quelque chose de plus moderne. On a essayé le plus possible dans cette adaptation de rendre les enjeux les plus vraisemblables, les plus réalistes, les plus sincères. Donc ils ont une dynamique de super-héros parce qu'ils sont courageux, ils supportent l'obstacle et ils n'ont pas peur de grand-chose. Mais je voulais pas non plus qu'ils aient des super-pouvoirs. Il y avait une dimension, je dirais, technique assez imposante parce qu'on fait pas non plus des films comme ça. Enfin, en tout cas, ça demande une capacité technique et un nombre de techniciens sur un plateau assez important parce que c'est vrai que toutes les cascades qu'on fait, qu'on a fabriqué, les plans séquences, ça demande beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de figuration, donc peut-être à cet endroit-là, oui. Là, je dirais sur la quantité de personnes présentes sur le plateau, ça faisait peut-être penser à un blockbuster. En tout cas, c'est vrai que c'est pas 5 acteurs qui sont dans une cuisine et qui discutent autour d'un plat. Il y a une scène, par exemple, l'attentat contre le roi, où il y avait vraiment beaucoup de monde dans une église, où il y avait la lumière avait été réorganisée pour que elle vienne du plafond, donc il y avait beaucoup de moyens techniques. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de volonté de grand spectacle. En fait, l'obsession principale des scènes d'action dans ce film, c'était de tout faire pour ne pas forcément voir des scènes d'action, mais donner la sensation qu'on les vive. Donc c'était se poser la question de l'immersivité, d'essayer d'être au plus proche des personnages, d'être au contact du personnage principal ou des personnages dans les scènes. Il y a cette scène dans la forêt qui effectivement a demandé beaucoup de chorégraphie où on passe d'un mousquetaire à un autre et ça nous permet comme ça de vivre la scène de l'intérieur. Et ça a été formidable parce que la scène dont on parle dans la forêt, ce sont vraiment les acteurs, ils sont pas doublés à ce moment-là. Donc on passe vraiment de l'un à l'autre et la caméra ne coupe pas et les suit comme un trajet et un ballet comme ça, une chorégraphie qui les accompagne et ça a nécessité effectivement beaucoup de préparation. 5 mois de prépa. Entre le cheval et le maniement d'armes et ensuite l'apprentissage des chorégraphies et tout, ça a duré à peu près 5 mois. Ça s'est étalé sur 5 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a aussi servi, nous, par exemple, toute la bande des mousquetaires, on s'est rencontrés pendant les cours d'escrime au début. C'est la première fois qu'on a été réunis tous les 4. Pio et François Civil, Pio Marmaille et François Civil se connaissaient déjà. Romain et moi, on se connaissait déjà depuis longtemps. Mais le groupe à 4, on a commencé à s'entraîner d'abord avec de l'escrime moderne, avec Yannick Borel, donc champion olympique français d'escrime. Il nous a mis les masques, il nous a mis les plastrons, on s'est branchés et on a commencé à faire des assauts et à la touche. Et en fait, tout de suite, il y a eu un espèce de truc de compétition où on a commencé à s'amuser. Et dès le premier rendez-vous, on s'est marré et après, je crois même qu'on a été mangés ensemble par la suite. Et on s'est très vite rendu compte qu'on était tous curieux les uns des autres, qu'on avait un désir d'expérimenter, de croiser le fer au sens propre du terme. Et en fait, cette cohésion, cette amitié masculine, en l'occurrence, elle nous a porté un peu pendant tout le film, parce que d'aller sur le plateau avec des gens avec qui on a envie de travailler, c'est quand même vachement plus agréable. Pour arriver à ces plans-là, à ces scènes d'action-là, là je parle vraiment que les scènes d'action pures, qui sont tournées en plan séquence, donc qui demandent vraiment une concentration collective assez importante. Là, il y a vraiment beaucoup de temps de préparation, parce qu'il faut trouver une rythmique collective avec les cascadeurs. Il faut arriver à abandonner même l'idée d'une forme de chorégraphie pour qu'on ait vraiment le sentiment que ce soit dangereux. C'est comme du texte en fait, c'est un truc qui doit nous appartenir physiquement. Il compare ça avec de l'apprentissage du texte parce qu'il faut être très précis, mais je dirais que ça demande encore plus d'engagement parce que si on se trompe avec le
texte, c'est pas grave, voilà, les mots font pas mal, mais si par contre on met le coup d'épée au mauvais endroit, on blesse notre camarade et vice versa. Donc en fait l'endroit de concentration que ça nous demandait sur le plateau, il fallait comme disait Pio, être archi préparé. Donc un plan séquence où la caméra ne s'arrête pas, il y a aussi une concentration mentale de ce qu'on a travaillé, répété, pour que ça soit le plus naturel possible et le plus millimétré possible, parce que sinon on foire le travail des autres qui sont passés juste avant et ceux qui vont venir derrière. Et donc l'endroit de concentration juste avant qu'on dise action, il y a les artificiers qui ont placé les explosions partout, il y a les gens des chevaux qui sont là, tout est prévu, tout est prêt, et c'est vrai que avant qu'on dise action dans ces moments-là, c'était assez galvanisant. Ouais, c'était intéressant sur le travail d'acteur, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Alors, c'était une grande question quand même de savoir est-ce que ça va marcher? On va le voir avec le temps. Mais aussi, qu'est-ce que les spectateurs actuels pensaient des films d'épée comme ça? Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et à l'issue des premières séances là, de la journée, il y a eu pas loin de 1000 avis spectateurs qui ont été mis sur Allociné. Et il a une note qui est plutôt bonne puisqu'il a 4,2. Donc c'est plutôt bien sur 5, je précise. Et bonjour Michel, excuse-moi, tu as dit bonjour pendant la diffusion. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Avec les 3 mousquetaires, Martin Bourboulon a cherché à reprendre contact avec les grands films d'aventure où il est question à la fois de trajectoires individuelles et d'histoire avec un grand H. Le cinéaste précise: on a tous en mémoire la trame des 3 mousquetaires, le sens de l'honneur, de la fraternité qui s'y raconte, l'ample dimension des batailles. Quand je repense à ce que représentait ce roman, quand j'étais enfant, c'est quelque chose de vaste qui me vient à l'esprit. Donc ça, on a dit, hein, le deuxième film sortira donc du coup décembre 2023. Bien, pour une fois, ils ont tout tourné d'un coup, donc on n'est pas obligé d'attendre 5 ans entre chaque film. L'écriture du scénario s'est faite en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu une impulsion très forte des producteurs Dimitri Rassan et du groupe Pathé mené par Jérôme Sédou et Ardavan Safaï de se réemparer d'un certain patrimoine littéraire. Martin Bourboulon explique: à l'heure où la consommation des images est en pleine mutation, avec la présence des plateformes, nous partagions tous cette envie forte de grands films pour la salle de cinéma. À partir de ce moment-là, Mathieu et Alexandre ont travaillé à l'adaptation de l'œuvre. En la condensant, très vite est venue l'idée de scinder la narration en 2 volets. Voilà, une trentaine de fois déjà adapté à l'écran, d'un budget de 72 millions d'euros. Les 3 mousquetaires, donc les 2 volets, ont nécessité 9 mois de tournage, 9 mois de préparation, 8 mois de tournage, et mobilisé une équipe de 300 personnes. Donc, ouais. Je pense que quand même, Pathé doit se quand même poser des questions. Ils ont toujours pas fini de rentrer dans leurs frais avec... J'espère que... Avec Astérix, pardon, je finis pas mes phrases. J'espère vraiment qu'avec celui-ci, ils vont renflouer un peu, parce que c'est vrai que... 72 millions, ça fait quelques entrées à avoir pour rentrer dans ses frais. Le diptyque est écrit par Alexandre de la Palatière et Mathieu Delaporte, qui ont fait le prénom. Ils adapteront bientôt un autre roman d'Alexandre Dumas pour Pathé, le comte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet dans le rôle. Ah ouais, donc là, ils se sont décidés à refaire des classiques, quoi. Pour jouer D'Artagnan, François Civil a dû apprendre l'escrime, les chorégraphies de combat et devenir le meilleur cavalier possible. Un peu plus de 6 mois avant le début du tournage, j'ai commencé tout ça à raison de 2-3 fois par semaine, escrime sportive avec Yannick Borel et voltige à cheval avec Marco Luracci, qui est d'ailleurs ma doublure dans les films. L'idée était que je devienne le meilleur cavalier possible pour pouvoir effectuer certaines cascades moi-même, ce que nous avons fait. Un casting de rêve et Dumas, c'est une valeur sûre, tout à fait. Une fois ces bases solides, il était temps de travailler les chorégraphies des plans séquences avec Dominique Foissier et son équipe de cascadeurs. Le film contient plusieurs plans séquences comme la première bataille dans la forêt. Martin Bourboulon confie: je tenais à ce que l'on soit toujours au contact des personnages, que l'on puisse toujours vivre les scènes d'action de leur point de vue, toujours en immersivité maximum. Que le spectateur soit plus guidé par les émotions et les réactions des personnages que par l'action en elle-même.
C'était un défi technique important, mais qui, à mon sens, permet d'apporter beaucoup de réalisme et de vérité à ces scènes. Le film a été tourné en Île-de-France, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Normandie, pour le premier volet, en Bourgogne, dans le Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le second. Le metteur en scène raconte: il nous a semblé avec les producteurs que tourner en décor naturel dans des sites très impressionnants aux Invalides, dans la cour du Louvre, dans la cathédrale de Meaux, au château de Chantilly, à Fontainebleau et à Compiègne, même si cela était plus compliqué, participerait au réalisme du film. Certes, mais ça explique aussi le coût du film. Bonjour Dextram, comment vas-tu? Donc ça, oui, non, c'est... Voilà, hop. Martin Bourboulon et le directeur de la photographie, Nicolas Bolduc, voulaient donner forme... Ah bah c'est bien. J'espère que tu as eu le même beau temps que moi dans la journée. Ça en devient limite trop estival, là. Voulait donner forme à une image plus imparfaite et plus abîmée que ce que l'on peut voir dans les standards actuels. Le cinéaste développe. Pour cela, nous avons essayé de salir l'image avec de la poussière, de la fumée et autant d'artifices qui aident à accepter le contrat particulier d'un film d'époque. Mais travailler une image, c'est aussi veiller au choix des décors, au travail sur les costumes, au maquillage des acteurs. C'est tout un ensemble et j'ai tenu à ce que les différents chefs de département puissent être en dialogue constant. Pour camper Porthos, Pio Marmaille a pris 10 kilos, le comédien se souvient. J'en ai mangé du jarret de porc avec Quen pour jouer Porthos. Martin souhaitait que je sois épais et costaud. Alors quand on prend du poids, on n'a pas la même rythmique dans le jeu. Mes gestes étaient plus denses, mes coups portés avaient plus de poids, mais il fallait que tout aille vite et soit ultra précis. C'était comme un ballet à effectuer, et pour que tout cela soit fluide et crée une impression de véracité, il a fallu répéter nos gestes indéfiniment. Tac. Eva Green a dû s'entraîner pendant 2 mois pour les scènes de combat à l'épée et au poignard. Elle a aussi fait du cheval avec le cascadeur équestre Mario Lourachi, puis avec la cavalière Margot Passefort, qui l'a aidé à avoir moins peur des chevaux. Oui, parce qu'elle avait refusé un rôle d'ailleurs, Eva Green, parce qu'il y avait trop de chevaux. Quand j'ai vu les premières informations de casting, ça m'avait surpris. Parce qu'a priori, elle avait vraiment peur des chevaux, quoi. C'est... Donc, bah là, c'est bien, elle a réussi à passer au-dessus. Mais bon, pour Dumas, que ne ferait-on pas? Parallèlement, l'interprète de Milady a fait beaucoup d'aïkido. À l'instar des films Marvel et DC, le film comporte une scène post-crédit annonçant la suite. Bah, on sait déjà qu'il y a une suite. Et bah, vous allez le voir, je vais pas vous dire du coup ce que c'est la scène. François Civil, qui était déjà choisi pour jouer D'Artagnan, a fait passer un essai à Eric Ruff, qui était en compétition avec un autre acteur pour jouer Richelieu. Compte tenu de la carrière impressionnante de Ruff et de son statut d'administrateur général de la Comédie Française depuis 2014, Civil était mal à l'aise avec cette situation, comme il s'en rappelle lors du Club 300 Allociné. C'était horrible, parce que moi j'étais déjà pris pour le film, et Eric Ruff, c'est le directeur de la Comédie Française. C'est un peu le boss des acteurs. Et moi, je dois lui faire passer en casting alors que je suis déjà pris pour le film. J'étais mal à l'aise. En plus, c'était la première fois que je jouais D'Artagnan en face du réalisateur. Je m'étais mis la pression du genre, si je suis nul, ils vont me virer. C'est vrai que la situation est quand même particulière. Voilà donc pour ce film. Le film suivant a été très attendu. Enfin, une adaptation de Super Mario Bros. Qui respecte l'univers de base. C'est les studios Illumination qui travaillent avec Universal qui se sont mis à l'œuvre en compagnie de Nintendo. Et c'était très attendu parce que cet après-midi, pourtant, il faisait un temps magnifique. Et à 14h, on a eu plus de 70 personnes. Donc vraiment... si vous voulez aller le voir pendant les vacances ou les week-ends, pour ceux qui ne sont pas en vacances à la fin de la semaine, prévoyez d'arriver assez tôt dans les salles parce que ça risque de pas mal bouger. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Oh, je suis là! Viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il est
Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu me fais exprès ou quoi? En armée! Mes coupables! Mais je sais pas quoi! Je détruirai le royaume champignon! Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer! Toi, tu l'auras bien cherché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque! On en finisse! Voilà, film qui fait plein de références. J'ai vu dans les journaux informatiques là que tout le monde était content des clins d'œil qu'il y a sur à plein de jeux et que l'univers était bien respecté. On voit qu'il y a Mario Kart qui est évoqué, donc ça, je pense que ça va être plutôt cool. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Voilà, c'était ça. Alors, une collaboration entre Nintendo et Illumination. Le film est une collaboration entre l'entreprise mythique de jeux vidéo Nintendo et le studio d'animation Illumination, à qui l'on doit tous en scène comme des bêtes, ou encore la saga Moi moche et méchant. Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, se réjouit de cette première association entre ces deux entités. Les principaux ingrédients des séries de jeux Nintendo se prêtent particulièrement à des projets de films divertissants, originaux et inventifs, s'adressant à des spectateurs qui ne connaissent pas du tout l'univers du jeu. Shigeru Miyamoto, directeur mandataire de Nintendo, le créateur de Super Mario, renchérit. Dès que je rencontre un producteur hollywoodien, il a tendance à m'expliquer que notre licence peut donner lieu à un film à succès. Mais avec Chris San, on a surtout constaté au fil de la conversation qu'on avait une conception similaire de l'artistique. Par conséquent, notre démarche dans la production du film était très proche de ma méthode de développement des jeux vidéo et par chance, c'était agréable pour moi. Aaron Horvath et Mikhail Jelenic ont été choisis par Illumination et Nintendo pour réaliser Super Mario Bros. Les deux hommes ont souvent collaboré, ils ont écrit et produit Tinty Tango, To the Movies, mais c'était la première fois qu'ils co-réalisaient un film. Pour Jelenic, c'était même la première fois qu'il a réalisé un long métrage. Du coup, ce projet a été pour nous l'occasion d'un nouveau type de collaboration. En général, on imagine des intrigues et des personnages, et désormais, on pilotait tout un projet. Et même si on a l'habitude de travailler ensemble d'une manière bien spécifique, c'était comme si on se redécouvrait. Par ailleurs, on vient de la télévision, et en télévision, on écrit le scénario, on tourne les scènes telles qu'elles sont écrites dans le script. En découvrant le cinéma, on s'est très vite rendu compte que même lorsqu'on a un formidable scénario au départ, celui-ci évolue énormément au fil du tournage. C'était une expérience exaltante pour nous de travailler avec Matt afin d'imaginer toutes sortes de péripéties. Pour les réalisateurs, le thème central du film est la persévérance. Le film nous dit qu'il ne faut jamais renoncer. La seule manière de perdre quand on joue à Super Mario, c'est en baissant les bras. Et si on persiste, on s'améliore et on finit par vaincre Bowser. C'est donc devenu le thème majeur du film. Dans les jeux vidéo, c'est le comédien américain Charles Martinet qui double le célèbre pompier. Il donne une couleur très enfantine à la voix de son Mario avec un timbre qui monte beaucoup dans les aigus. Le film a décidé de prendre une direction différente en choisissant Chris Pratt. L'acteur déclare, étant donné qu'il s'agit sans doute du personnage de jeu vidéo le plus célèbre de tous les temps, il était crucial que la voix soit la plus juste possible. Très en amont, on s'est dit qu'il était capital que la voix que j'allais mettre au point pour Mario dans le film puisse assurer un fil rouge émotionnel pendant 1h30. J'ai travaillé l'intonation et les réflexions, j'ai fini par élaborer la voix qu'on entend. En 2 ou 3 séances de travail, on a réussi à trouver la voix qu'il nous fallait. Cependant, ce choix n'a pas fait l'unanimité et une part du public n'a pas tardé à faire part de son mécontentement sur les réseaux sociaux lors de la diffusion de la bande-annonce. Certains annonçant même qu'ils allaient se tourner vers la version française dont ils estiment le doublage plus fidèle au Mario des jeux vidéo.
Toujours des polémiques autour des films. C'est polémique à la con, ça. Bowser musicien. Dans le film, le super méchant Bowser est musicien, détail inattendu qui ne figurait pas dans la première version du scénario. Il interprète une chanson intitulée par Peaches, écrite par Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond et John Speaker, fidèle collaborateur et technicien de Jack Black qui double la gigantesque tortue féroce. Il précise, alors qu'on cherchait à faire comprendre les sentiments de Bowser à l'égard de Peach, on se disait que ce serait plus drôle et plus émouvant si on lui demandait de chanter une chanson sur ce sujet. Jack Black est un formidable chanteur et musicien, si bien qu'on a passé une nuit entière à écrire la chanson, puis on a envoyé la maquette à Jack. 2 jours plus tard, il nous a renvoyé une version qu'il avait retravaillée. Il y avait ajouté sa touche personnelle et son pianiste l'avait accompagné avec une partition originale. On était bluffés. Brian Tyler, compositeur des sagas Expandable et Fast and Furious, ou encore de bon nombre de films d'horreur, signe la bande-annonce de Super Mario Bros. Le film. Il a pu composer une nouvelle partition tout en intégrant les musiques d'origine du jeu vidéo, dont le thème principal de Super Mario composé par Koji Kondo. Je connais la composition de Mario Parker et je suis depuis toujours très nostalgique de toute la musique de Koji Kondo que Koji Kondo a écrite pour les jeux. C'est un régal absolu de pouvoir non seulement écrire de nouveau des thèmes pour incarner Mario à l'écran, mais de l'intégrer à la musique existante de Koji Kondo. J'ai écrit une partition emblématique de l'ampleur émotionnelle de ce film qui devait rester fidèle à la musique d'origine des jeux vidéo. Et oui, il y avait eu une première adaptation, mais bon, c'est pas... On peut l'oublier parce que c'était pas une grosse réussite. Allez, on change d'ambiance avec C'est mon homme, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Madame, comme vous le savez, mon patient souffre d'une profonde amnésie. Il ne se rappelle rien, même pas son nom. C'est moi. Il ne vous reconnaîtra sans doute pas. C'est possible que Julien retrouve jamais la mémoire? Oui, c'est possible. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. T'as pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrés. Toutes ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien? Rappelle-toi. Toi, t'es serveur. T'es photographe. J'ai apporté ça. J'y arriverai jamais. Je suis Julien. Toi, c'est Victor Brunet. Je suis désolé que ça se passe comme ça. Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delaunay ou Victor Brunet. Et vous pourrez refaire votre vie. Je veux pas le perdre une seconde fois, je le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça? Pour les mêmes raisons que vous. On n'a qu'une seule vie. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux avec moi. Tu dois beaucoup m'aimer pour me dire ça. Est-ce que tu crois? Bien sûr que je t'aime. Je veux tout savoir. T'as jamais douté? Jamais. Parfois, je me demande si tu fais pas semblant. De quoi? Ne pas te rappeler. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delaunay venait proposer de t'acheter. Je t'aime tellement. Moi aussi, tu m'aimais. Tu aimes qui? Je sais pas qui je suis. La justice décidera si vous êtes l'un ou l'autre, vous pourrez refaire votre vie, bon courage. Hein. 2 faits divers à l'origine du film. Guillaume Bureau s'est inspiré de 2 faits réels pour C'est mon homme. L'amnésique de Colegno dans les années 20, au fil d'incessants procès, 2 femmes se sont disputées un homme dont elles prétendaient qu'il était leur mari, soit un respectable professeur, soit un typographe collectionnant les maîtresses condamnées à la prison par contumace. Le soldat inconnu vivant à la même époque en France, un long feuilleton judiciaire a opposé plusieurs familles autour d'un soldat amnésique retrouvé sur un quai de gare. Quand sa photo apparut dans la presse, plusieurs familles pensaient le reconnaître. Anthelme Mangin, un frère, un fils, un père disparu durant la Grande Guerre. Le réalisateur précise, il faut savoir qu'après-guerre, 300 000 soldats environ sont déclarés disparus. Ce sont autant de familles incapables de faire leur deuil. Celles qui réclamaient le soldat inconnu vivant croyaient sincèrement retrouver leurs proches. Elles étaient prêtes à nier les différences physiques. Les faits divers dont s'inspire le film démontrent, selon le réalisateur, que l'identité n'est pas seulement une affaire de preuve ou de science, mais bel et bien une affaire de croyance.
À partir de cette matière, il n'a pas voulu faire un film historique, mais plutôt raconter une histoire d'amour hors du commun. Il ajoute « C'est mon homme » est un film où le désir fait la loi. À la fin, l'amnésique s'émancipe de la vérité dictée par les intuitions judiciaires et psychiatriques. Il dit « C'est moi ». Mais qui est-ce? Ça n'appartient qu'à lui. L'enjeu du film n'est pas tant de redonner une identité à un homme que de lui rendre une âme. Seul l'amour le peut. Guillaume Barrault tenait à mêler la romance au suspense. J'ai veillé à tenir le spectateur en haleine en jouant sur les deux tableaux et en donnant des deux côtés les pièces nécessaires à reformer un puzzle. Cette ambivalence permet à chacun de se faire sa propre idée sur l'identité de l'amnésique et le doute peut toujours subsister. C'est aussi pour cela qu'il a mis ces deux personnages féminins sur un pied d'égalité. Julie vient d'un milieu bourgeois et aisé, mais Rosemary a gagné des fortunes grâce à la guerre. Toutes deux règnent sur leur univers respectif, studio photo et cabaret, ce sont des femmes émancipées et autonomes. Elles n'ont pas fondamentalement besoin d'un mari, mais ce sont des amoureuses. Le film a été tourné en Bourgogne et en Pays de la Loire, non loin de la Nièvre, où vit le réalisateur, dans les décors que je connaissais comme la maison des Delaunay, la collégiale Saint-Lazare ou l'abbaye des Moutiers-Saint-Jean, où a été reconstitué l'asile. L'équipe a investi plusieurs châteaux des Pays de la Loire pour les intérieurs et a aménagé le studio photo dans une faïencerie de la Sarthe. Quant au décor du cabaret, il a été trouvé à La Flèche, un théâtre de poche à l'italienne étonnamment situé au premier étage de la Halle au Blé et dont les derniers aménagements datent de 1923. Ils se sont fait plaisir quand même, ils investissent des châteaux de la Loire. Tranquille, ça... bien. Karim Leclou a été le premier acteur choisi par le réalisateur, qu'il possède tout ce que je cherchais chez ce personnage, une inquiétante étrangeté, un visage ouvert à toutes les interprétations, une blessure dans le regard. Ses yeux sont un gouffre, Karim provoque une empathie considérable. Quant à Louise Bourgoin, c'est autour des chansons que s'est fait sa rencontre. Avec Guillaume Bureau, qu'elle désirait faire l'expérience de chanter et danser au cinéma. Enfin, Léla Becti est arrivée sur le projet peu de temps avant le tournage. Le réalisateur n'avait pas d'emblée pensé à elle car il l'associait à la comédienne. Mais ça a été un coup de foudre. Notre rencontre s'est faite autour de Julie. Quand Léla m'en parlait, j'avais l'impression qu'elle la connaissait depuis toujours, comme si Julie l'habitait. Dans ses yeux brillait déjà le feu dévorant de l'amour fou. Le réalisateur avait pour référence l'histoire d'Adèle H, Bright Star, Magic in the Moonlight, Phoenix, des films qui, selon lui, dépassent la problématique de la reconstitution pour recréer un univers esthétique qui leur est propre, mais sa principale source d'inspiration est picturale. Il s'agit de l'œuvre du peintre danois Willem Hammershøi. Ces tableaux nous ont permis d'imaginer une reconstitution de l'époque sobre et minimale, les intérieurs sont quasiment vides. La fonction des pièces est seulement suggérée par de rares meubles et accessoires. Voilà donc pour C'est mon homme. Le film suivant, peut faire écho à l'actualité, et pourtant ça parle des manifs de 68, mais étrangement, il y a un petit, petit écho, envie de dire, bon, en fait, ça continue. Allez, on regarde la bande-annonce. C'est bien ici, l'embauche, c'est trouvé? Ouais, c'est bien là. Première embauche, 6h45 devant l'agent de secteur. Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Des mois et des années là-dedans. Ali, contre lui, là. Bonjour. Bonjour. Faut que tu prennes le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les écouter, ils te parleront. Et moi, l'établi, est-ce que je vais y arriver? Dépêche-toi, il faut nous faire sauter les primes à cause de toi. Papa, pourquoi on la voit pas? La révolution? On va la voir, tu vas la voir. Accident au courroie. Vous nettoyez, vous mettez un pansement et il retourne. Tu comptes mentir aux camarades ouvriers sur ta condition bourgeoise? Mentir, non, je compte parler politique avec ceux que ça intéresse le moment venu, voilà. Vous avez votre certificat d'études? Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites chez nous? Camarades, déjouons les manœuvres des politiciens au service de la bourgeoisie. Fasciste! Ça fait 3 moitiés. Il se passe rien. Et alors? Et alors le poste à la fac t'attend. Si la révolution ne vient pas, j'ai pas de raison de faire un autre travail que celui-là. Klatzmann, délégué CGT. Robert, OS2. Citroën n'a toujours pas digéré ce qu'ils ont été obligés de lâcher à Grenelle et je suis sûr qu'ils vont encore trouver le moyen de nous faire payer le peu qu'on a gagné. Attends, ils reviennent sur les accords de mai? On va quand même pas accepter ça, non? Tu recommences. Et vous allez faire quoi?
Être prêt à faire arrêter la production, même si on n'est pas assez nombreux. Il a raison, ce qu'on a fait en mai, on peut le refaire. Mettre une usine en grève pour 3 heures sup hebdo. Allez, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Ferme ta gueule. Si quelque chose se passe, tu peux compter sur nous 3. Vous avez entendu parler d'un tract qui circule parmi les ouvriers? Mais après, toi tu retrouveras ta place de prof, et eux? Ici en France, la grève est un droit, la grève est légale. Je trouve légitime de rêver un monde meilleur. Et pas seulement de rêver, aussi peut-être de le faire. On sent hein, comme une bonne analyse dans l'UMA de ce matin. Ah ouais, ok. On sent quand même que ça reste présent. Allez, une histoire vraie, édifiante. Les établis sont des étudiants qui, à partir de 67, s'établissaient, se faisaient embaucher dans les usines ou les docks afin de mieux connaître le milieu ouvrier, avec pour objectif de prendre part aux luttes sociales. Le film de Mathias Gokalp est adapté du roman L'établi de Robert Linhart, paru pour la première fois en 1978. Militant communiste, le jeune homme se fait engager dans l'usine Citroën de la Porte de Choisy à Paris en 68. À 24 ans, il passe ainsi une année comme ouvrier dans cet établissement où il travaille à la chaîne, subissant au même titre que ses collègues à la fois des conditions de travail inhumaines, mais aussi les méthodes de surveillance et de répression de ses supérieurs. Robert Linhart décrit également d'autres sujets inhérents à cet univers, comme la lobotomisation des salariés, le racisme et bien sûr l'inévitable grève. L'établi est ainsi un portrait du monde ouvrier de la fin des années 60 vu de l'intérieur. Il aurait été marqué par cette expérience tant physiquement que psychologiquement. Au final, il en aura tiré un livre particulièrement authentique, toujours considéré comme une référence en la matière. Mathias Gokalp a lu L'établi de Robert Linhart, et dépeignant, publié pour la première fois en 81 et dépeignant le monde ouvrier de la fin des années 60, lorsqu'il était étudiant en cinéma. Le réalisateur a été évidemment sensible à son contenu politique, mais plus encore a été happé par la qualité du texte. Il l'explique, Robert Linhart était pour moi un écrivain contemporain que j'aurais placé tout en haut de mon panthéon littéraire avec Duras et Coltès. J'ai grandi dans la bourgeoisie où l'éducation cherche à développer les qualités des individus, à ce qu'ils se découvrent eux-mêmes et s'améliorent. En lisant ce livre, je me percevais que le monde ne fonctionnait pas du tout sur ce principe et que la société avait pour principal objectif de fabriquer des travailleurs et des forces de production. Des enfants de ma classe d'âge n'avaient pas les moyens de faire des études et devaient aller travailler plutôt qu'ils ne l'auraient souhaité. Ils étaient absorbés, broyés par cette machine. L'établi disait très clairement la violence, l'absurdité, la folie et le caractère impersonnel de cette machine. Le livre est une chronique comprenant une description du travail très fine et des portraits marquants. La première idée à laquelle le réalisateur s'est raccroché a été de restituer le rapport au travail et de faire vivre les personnages autour de Robert, ouvrier, contremaître, patron, immigré. Le metteur en scène confie « Je me suis aperçu à quel point son récit et sa structure étaient savants, avec une force dramatique très élaborée pour l'adaptation. Il y a eu 2 temps avec 2 scénaristes. Avec Marcia Romano, ça a été un temps de défrichage et de définition du périmètre. On a décidé quel personnage et quelle partie du récit on allait garder. Les 2 tiers du premier livre. Dans la période avec Marcia, j'étais trop précautionneux avec le texte et je n'arrivais pas à m'en éloigner. On l'a ensuite confié à Nadine Lamary en lui laissant les mains libres. Nadine connaît très bien le monde ouvrier et avait envie depuis longtemps de travailler sur cet espace. Elle a amené beaucoup d'éléments narratifs et pris le récit et en a fait une fiction. Pour reconstituer la chaîne de fabrication de chevaux, le réalisateur et son équipe se sont installés dans les friches Michelin à Clermont-Ferrand. Des étudiants maoïstes plutôt. Ok. Très bonne reconstitution des ateliers, des conditions de travail. Voilà. Et donc ouais, bah tu vois comme quoi finalement, c'est bien que Michelin, c'est horrible, ferme des... Comme ça, on peut s'installer pour faire des films. Voilà. On a rempli des grands hangars avec les outillages d'usines en cessation d'activité de la région. Concernant les 2 chevaux, nous avons travaillé avec des véhicules de collection qui ont été entièrement démontés pour être réassemblés sur la chaîne. Et des fabricants nous ont aussi fourni des pièces neuves, les carrosseries brutes et les portières. On ne fabrique plus de 2 chevaux complètes, mais on fabrique encore des pièces détachées pour réparer celles qui sont en circulation.
Je ne fais qu'imaginer la tête du collectionneur quand tu as une équipe de production qui l'appelle et qui dit « Oui, bonjour, vous avez une 2 chevaux? Est-ce que vous voudriez nous la prêter pour un film ?» Oui, alors pourquoi pas, mais racontez-moi un peu qu'est-ce que vous allez faire dans ce film. En fait, c'est un film où c'est sur une chaîne où ils construisent les 2 chevaux. Donc on va démonter votre 2 chevaux entièrement pour la remonter ensuite. J'imagine bien le collectionneur qui, au bout du film, la démonter pour la remonter. Comment vous dire? Au revoir. C'est quand même original comme situation. Le hangar dans lequel le réalisateur a tourné a été éclairé en lumière du jour, comme c'est le cas de beaucoup d'usines, mais une lumière changeante et souvent faible, comme le film a été tourné en hiver. Les techniciens ont par ailleurs dû rééclairer l'usine de manière constante. Dans l'industrie, beaucoup d'ouvriers travaillent dans des conditions d'éclairage faibles ou insuffisantes, et sûrement insuffisantes pour une caméra. Mais les voitures sortent habituellement de production par un couloir de vérification très lumineux pour s'assurer qu'il n'y a pas de rayures. On a généralisé ce type d'éclairage sur toute la chaîne. Par ailleurs, on voulait éviter une lumière trop dure et glauque pour ne pas être caricatural. On part toujours des choses réelles, mais il faut les adapter pour qu'elles paraissent vraies. Robert Linard est joué par Swan Arlo. Mathias Gokalp justifie ce choix. Swan est très costaud, ce qui rendait sa souffrance physique moins vraisemblable. Il a été précis dans ses gestes, il a joué la maladresse avec beaucoup de justesse, de naturel, alors qu'il n'est pas maladroit. Mais il a la fragilité intérieure qu'avait Robert, il a aussi apporté au personnage une forme d'opacité. On met du temps dans le film à comprendre le personnage. Le personnage se comprend au fur et à mesure, et ça, Swan l'a construit avec son jeu. Au-delà des têtes d'affiche qui incarnent des institutions, Olivier Gourmand en syndicaliste, Denis Podalides en directeur d'usine, Mathias Gokalp a décidé que les ouvriers seraient joués par des figures peu connues. Le metteur en scène explique « Ce sont des professionnels, mais on voulait des jeunes acteurs français, peu vus et talentueux. Okinawa, Valérie Guérard, la directrice de casting, les a trouvés à la sortie du conservatoire ou au théâtre. Ils sont d'ailleurs plus habitués à la scène qu'à la caméra. Ils ne sont pas dans le pur naturalisme, mais ce sont des forces de proposition dans des rôles de composition. Swan les a accueillis comme un grand frère avec beaucoup de générosité et de bienveillance. Swan sait ce que c'est de jouer les seconds rôles, d'être un comédien peu connu. Il y a des plans où il s'est passé derrière eux. Il est avec les autres sans se mettre en valeur. C'est grâce à lui que le film devient l'histoire d'un groupe et pas d'un héros. Effectivement, le film a l'air vraiment chouette. Alors, film suivant, je vous ai pas mis l'affiche. Ah. Encore oublié un film. C'est pas possible, ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah voilà, bon, bah je vous ai pas mis l'affiche et puis vous aurez pas la photo non plus parce que je sais pas où elle est passée. Attendez quand même. Bon, bah, je sais pas. C'est À mon seul désir. Hop, on va... Bah oui, non, je peux pas faire ça. Vous n'avez jamais... Je vous lis le résumé quand même, parce que je peux pas passer... Alors, l'affiche n'était pas diffusable sur Twitch. La bande-annonce non plus. Et donc, je vais vous lire le synopsis quand même, que vous sachiez de quoi ça cause. Vous n'avez jamais été dans un club de striptease, mais vous en avez déjà eu envie. Au moins une fois, vous n'avez pas osé, c'est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé. Voilà pourquoi, bon, sur Twitch, ça passe pas très bien, quoi. La réalisatrice affirme « Nous avions parfaitement conscience que nous abordions un sujet délicat. À mon seul désir est une ode à la liberté. Le personnage que nous suivons franchit les différentes limites auxquelles sont confrontées les travailleuses du sexe, sans être une victime et sans pour autant dire que c'est la panacée, bien sûr. Au-delà de cette question, je crois à un monde où les femmes peuvent prendre tous les risques sans être punies. Pour cela, sans être puni pour cela, pardon. Je suis pour un féminisme pro-choix
Polyphonique complexe, je n'ai pas de leçon à donner. L'art est là pour rendre compte de la complexité du réel, pour nous faire poser des questions, nous bousculer, et le cas échéant, nous faire changer d'avis. Lucie Borletot a débuté l'écriture du scénario en 2014, dès qu'elle a achevé Fidelio, l'Odyssée d'Alice. L'histoire est toujours restée en toile de fond dans son esprit pendant ces années. Elle a entrepris de nombreuses recherches avant de s'en détacher pour pouvoir écrire les situations et les personnages. Elle a coécrit le film avec Clara Bourreau, ma complice de toujours. Elle ajoute « Nous avons l'habitude de travailler à partir d'anecdotes documentaires. Comme matière première, c'est un film que je souhaitais riche et généreux, avec beaucoup de portes d'entrée. Il aborde plusieurs sujets complexes, ce qui nécessitait une diversité de points de vue. C'est vite dessiné l'idée d'un duo, d'abord d'amis, puis d'amantes. Le film met en avant une sororité dont la réalisatrice a elle-même été témoin sur le terrain lors de ses recherches pour écrire le scénario. Dans Nana de Zola, par exemple, les courtisanes sont en rivalité constante, et aussi bien dans la littérature que dans l'inconscient collectif, c'est ainsi qu'on imagine souvent ces femmes. Or, j'ai observé que dans ces endroits où l'on se met potentiellement en danger, une vraie solidarité opère. Il y a aussi beaucoup d'amusement, d'encouragement entre femmes, bien plus que de concurrence entre elles, qui sont d'âge et de milieux sociaux et d'origines variées. Si le striptease est un univers qui a souvent été montré au cinéma de façon glauque, la réalisatrice voulait en montrer un pendant plus joyeux. Dans son film, j'ai rencontré des femmes qui expérimentaient toutes sortes de choses sur scène avec de la joie. Beaucoup aimaient faire les pitres, osent, repoussent les limites de la bienséance, et cela fait rire les spectateurs. Par ailleurs, nous avons tourné après les confinements successifs dans l'idée que rien ne remplace le lien à l'autre. Dans ces clubs, il y a aussi une clientèle d'habitués, de gens seuls qui viennent chercher du réconfort. La réalisatrice a écrit le rôle de Mia pour Zita Enro. Je lui trouve une beauté fatale d'actrice hollywoodienne et un grand charisme qui apportait beaucoup au personnage de cette femme qui rêve de devenir comédienne. Il y avait tellement de niveaux de jeu pour Mia qu'il me fallait une excellente actrice prête à aller loin dans le travail et la précision. Zita est capable de cela. Pour Aurore, Lucie Borletot a effectué un casting avec quelques actrices, parmi lesquelles Louise Chevillotte, qu'elle avait découvert dans les films de Philippe Guérel, et Nadav Lapide. C'est une formidable actrice dotée d'une grande finesse de jeu. Elle a lu le scénario très vite et a réagi spontanément et positivement. J'avais bien conscience que ce film pouvait faire peur et j'ai senti que Louise et Zita avaient l'audace et le courage d'y plonger ensemble. Elles formaient le meilleur couple possible à mes yeux, un duo d'une véritable évidence. Le titre du film est une référence à la tenture dite de la Dame à la licorne, composée de 6 tapisseries du début du XVIe siècle. C'est quoi le titre? Ah oui, à mon désir, Luc. La dernière tapisserie est la seule explicitement nommée, portant la mention de Mon seul désir. Son interprétation continue de diviser les spécialistes, les historiens. Pour la réaliste, c'est un choix de ma part de vouloir rattacher le club nommé à Mon seul désir à l'histoire de l'art et celle de la représentation du corps des femmes. Cette tapisserie repose sur les 5 sens et un mystérieux 6e sens. Est-ce le désir, l'intuition féminine? Elle met en scène, comme dans mon histoire, un couple, un duo de femmes dont on sent la puissance. La licorne de la tapisserie figure sur un mur dans la rue à l'entrée du club. Et c'est une petite touche, une clé discrète. La licorne aujourd'hui est aussi devenue un symbole de liberté, d'utopie. Un symbole queer qui va avec le film. Voilà donc pour À mon seul désir, et on passe à Mon chat et moi. Plus léger. Voilà. On regarde la bande-annonce. Dis donc, t'es une boîte à ronron, toi. Allez, viens. Ouais, Rose, c'est bien. Et Pépé, Où est-ce que tu l'as trouvé? Les châteaux ont tendance à tester. Choix des armes. Et donc, bêtises. Oh, on est arrivé. Non, reviens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis une dame la voisine. C'est ça que tu cherches? Pourquoi t'aimes pas les enfants? Je préfère les animaux. Bon, j'aimerais bien grandir aussi vite que toi. Être une adulte et partir à l'aventure. On a peur des choses qu'on n'a jamais vues. Parce qu'on les connaît pas.
Il est tout seul dans la forêt. Roux? C'est plus du tout le même chat. Il veut survivre. Moi aussi, je t'aime. Bon, c'est les vacances, forcément, faut qu'il y ait un film à Patoun, hein. On peut pas faire des vacances sans film à Patoun. Ah, et franchement, qu'est-ce que ce serait autrement? Comment on fait, nous? Mon chat et moi est adapté du roman de Maurice Genevoix, à Roux, paru en 1931. Le réalisateur explique, il s'avère... Miaou, papa de time, mais c'est tout à fait ça. Et tu vas voir, ça va marcher, hein. Faut qu'on en ait pour les vacances, comme ça fait plaisir aux mômes. Il s'avère que ce roman était le livre de chevet de Stéphane Miller, l'un des producteurs du film. Quand il était enfant, il en avait acheté les droits il y a une dizaine d'années. Il m'a contacté après avoir vu mon premier long métrage, Halo, une Odyssée en Laponie. Ah ouais, on passe de tout l'un à tout l'autre là quand même, parce que Halo il était quand même chouette. Là, bon, on va dire que c'est pas chouette, mais c'est pas la même qualité quoi, on va dire. J'ai lu le livre et j'y ai vu un défi particulièrement complexe à relever. Les valeurs véhiculées par le roman sont très universelles, mais son décor très imprégné des années 30 nécessitait une modernisation pour parler au jeune public du XXIe siècle et lui permettre de s'identifier aux personnages. D'autant que d'une façon ou d'une autre, qu'on en ait eu un chez soi ou non, tout le monde a eu un chat dans sa vie. Alors nous, ce qui est bien sur la ville, c'est qu'on les a pas chez nous, les chats, mais on a plein de chats de rue. Ils sont trop mignons. Le CCC, alors, est contre ce film. Comité contre les chats. Le film est émaillé de références à de grands classiques du cinéma. Ainsi, la scène dans le poulailler est un clin d'œil assumé à Jurassic Park. On la voit, la scène dans le syndicat des chiens révoltés, tout à fait. Non, non, il y a un chien. Calou, t'es une mauvaise foi, il y a un chien dans le film, on le voit. Il est tout mignon, là, avec sa grosse boule. Mais c'est le chien de la voisine, du coup. Mais je vois pas... Parce qu'on le voit dans la bande-annonce, là, la scène du... Ah, on la voit peut-être pas entière aussi, mais... Plus particulièrement à la scène où le T-Rex entre dans la cantine. Et puis, il y a aussi ce moment où le chat est dissimulé derrière les poupées qui évoquent clairement E.T. Je suis très fan de Spielberg et Burton, et ça me plaît que le spectateur puisse se raccrocher à des références, parce que ce sont des films qui m'ont aidé à me construire. Le réalisateur a l'habitude de tourner dans des décors spectaculaires, comme ce fut le cas pour Halo, une Odyssée en Laponie. Si vous ne l'avez jamais vu, Halo, une Odyssée en Laponie, il était vraiment magnifique, et les paysages... Là, c'était chouette, hein. Pour le film, il a posé sa caméra dans des décors plus familiers du spectateur. C'est effectivement plus compliqué de rendre beau des décors dans lesquels les gens vivent tous les jours, et puis un divorce, la disparition d'un animal, ce sont aussi des situations familières à beaucoup d'entre nous. Donc avec ce film, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Ce qui me semblait essentiel, c'était de rentrer dans l'histoire, de ne jamais lâcher cette question, qu'est-ce que je veux raconter? Lors de la sortie d'Halo, une maman était venue me voir à la fin d'une séance pour me dire « Merci, vous allez aider mon enfant à grandir ». De la même façon, je me suis demandé comment Roux allait pouvoir aider des enfants à grandir. Pour trouver les chats qui allaient jouer Roux, Muriel Beck, la coach animalière, s'est rendue dans plusieurs SPA, a épluché un grand nombre d'annonces. Le cinéaste précise « Je ne lui ai pas simplifié la tâche car je voulais un chaton tigré ». Ce qui n'est pas évident pour les raccords, parce qu'il faut que d'un chat à l'autre, les rayures soient à peu près semblables. Alors combien il y a de chats, est-ce qu'ils le disent? Mais les chats blancs sont connus pour avoir des problèmes de surdité, quant aux chats noirs, leurs expressions sont moins lisibles. Ah ouais? Moi j'ai eu des chats noirs. Je peux te dire que quand t'as grogné, hein, tu le savais. Au final, nous avons eu 4 roux, mais l'un d'entre eux a assuré à lui seul 80% du tournage. Ok, 4 chats donc. On a eu une vraie connexion avec lui, il est arrivé sur le tournage à 2 mois et demi et s'en est imprégné comme une éponge. La seule difficulté, c'est que je me suis rendu compte en arrivant sur le plateau que j'étais allergique aux chats. Dès qu'il y avait 5 ou 6 chats devant moi, ça devenait un peu compliqué.
En un sens, le Covid m'a aidé puisque nous avons tourné avec des masques. C'est effectivement très bête de tourner un film sur les chats quand t'es allergique aux chats. Donc il le savait pas, quoi. Il a jamais eu de chat. Une partie importante du film se déroule dans les Vosges. Guillaume Medachevski explique pour quelle raison. Le côté montagneux m'intéressait, on perçoit très bien dans cette région les variations des saisons. Cela permettait de bien incarner l'hiver notamment, et puis cela rendait possible la présence d'un lynx puisqu'il est présent dans cette zone. J'aimais aussi le type de forêt qui plonge immédiatement dans l'univers du conte. Avec la mousse, les magnifiques percées de lumière, tout cela correspondait bien à l'univers du film. Capucine Sanson-Fabresse joue la petite fille dans Mon chat et moi. Pour la trouver, la directrice de casting a vu environ 800 enfants et en a présenté entre 150 et 200 réalisateurs. Il se souvient, lors des essais, j'ai vu pas mal de petites filles modèles, des petites princesses très casting. Or, avec Michael Souhaité, mon co-scénariste, nous étions inspirés pour le personnage de Clémence de la petite fille de Little Miss Sunshine, un peu différente et rebelle. Durant les essais, je proposais un exercice, je disposais d'un côté un croissant et devant une corbeille. Le croissant représentait le chat, la corbeille un mur. Je demandais au candidat d'imaginer qu'elle se trouvait de l'autre côté du mur par rapport au chat. Le chat voulait partir et elle devait imaginer quoi lui dire pour le retenir. Capucine a été la seule à me dire « Mais pourquoi je l'empêcherais de partir s'il en a envie ?» Non seulement elle parvenait à se projeter dans l'histoire, mais en plus elle arrivait à susciter de l'émotion avec un croissant et une corbeille. Effectivement, s'il veut se barrer, il faut le laisser se barrer. Un chat, ça vit pas avec toi, ça vit sa vie. Et puis de temps en temps, il vient te voir. Allez, film suivant, Normal, avec Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde, d'ailleurs, j'ai vu une interview de lui ce matin, enfin aujourd'hui, où il revenait sur ses films phares. À l'occasion du film, forcément, il y a eu des interviews. Et il revenait sur ses films phares et il disait que ce serait très dur de faire accepter maintenant c'est arrivé près de chez vous. Il pense qu'à l'heure actuelle, ils n'auraient pas pu le faire. Ils auraient eu trop d'emmerdes. Et c'est vrai que ils avaient été quand même assez loin dans le film. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça, oui, ça c'est sûr que quand il a la dalle, il t'oublie pas le chat. C'est pareil, les chats de rue, là, tu les vois, il y en a qui mettent des petites assiettes avec des croquettes et de l'eau. Tu les vois, quand c'est vide, ils tournent autour de la place, comme ça, là, sur cette place, il n'y en a qu'un. Et ils miaulent, mais ils miaulent. T'as toujours quelqu'un qui va lui descendre à bouffer. Ça, c'est... Et oui, mais c'est quand même triste de se dire, on en est arrivé à une société où beaucoup de choses qui étaient possibles avant sont plus possibles. Moi, ça me dézingue. C'est comme tu prends un film comme Un taxi pour Tobruk, où où Audiard fait dire à un de ses acteurs qui incarne un personnage juif, il lui fait dire quand même, tu peux me dire à quoi ça sert d'être juif si t'es pas banquier. Comment te dire, ça passerait pas maintenant, hein? Ah non, non, non. Bon allez, on dérive là. On regarde la bande-annonce de Normal. Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches sur un tapis? Papa, t'as pas appelé EDF? Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats. T'as dormi là ou quoi? Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite? Oui, juste pour voir comment ça se passe. Y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de tout. Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux. Arrête! On se débrouille, non? Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. C'est quelqu'un? Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud.
la vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatigué. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer. Audiard en 2020, ça passerait quasi plus. C'est clair. C'est clair. Cette musique au début du film, ça fait trop penser à Camping. Ah bon? Ouais, et franchement, ce serait mérité, hein. Ce serait vraiment mérité qu'il ait un prix d'interprétation pour ça, parce que vraiment, il est éblouissant là-dedans. Et même pour la gamine, un prix du jeune espoir, ce serait sacrément mérité aussi, parce que lui est très bon, mais elle, faut qu'elle soit bonne en face, et elle est vraiment, elle tient le dialogue, hein. Alors, pour définir la tonalité voulue pour son film, Olivier Babinet avait la formule suivante, une goutte de Miyazaki dans Les Frères Dardenne. Cette hybridation se retrouve dans le mélange des genres entre teen movie fantastique et chronique sociale. J'aime qu'un film ouvre des portes sur d'autres mondes sans forcément s'interdire d'être réaliste. En tant que spectateur, je trouve que les notions de fantastique et de naturalisme ne sont pas incompatibles. L'irruption du fantastique permet, selon lui, de mettre à distance le misérabilisme. Lorsqu'on se lance... Bah attendez, on est sur le beau film, là? Qu'est-ce qu'il y a comme science-fiction là-dedans? Lorsqu'on se lance sans recul dans le réalisme social, il y a une certaine esthétique de la pauvreté qui tend à prendre de la place. Or, l'onirisme permet toujours de rendre l'espace un peu plus respirable. Des notions de fantastique? Je suis en train de chercher parce que j'ai vu le film, moi, mais il n'y a pas de notion de fantastique là-dedans. Normal est adapté de la pièce de théâtre Monster in the Hall de David Gregg, qu'Olivier Babinet a découvert grâce aux scénaristes Juliette Selle et Fabien Suarez. Le réalisateur s'est retrouvé dans les velléités artistiques du personnage de Lucie. J'ai souvent buté sur mes désirs de conte à hollywoodienne, c'est chiant à dire ce mot. Ils entrent en contradiction avec mon identité artistique qui reste ancrée en France. Alors j'ai cru à la possibilité de raconter un tel hiatus culturel à travers un récit qui échappe justement aux cases de la sociologie. Tout comme Lucie et son père William s'évadent grâce au film de zombies, au roman ou aux jeux vidéo, le film prend la tangente en brouillant les genres. Bah ok, c'est lui qui le dit, bon, on ne peut être que d'accord avec lui, mais je vois pas. C'est une comédie dramatique, quoi, c'est... On rit, on est ému, mais je vois pas le délire, là, du fantastique. Bon. Olivier Babinet avait déjà filmé l'adolescence dans ce documentaire Swagger, qui a été né d'une série d'ateliers cinéma qu'il animait dans un collège d'Aulnay-sous-Bois. Les élèves qui avaient accompagné sur plusieurs années étaient devenus les protagonistes du documentaire. De même, David Gregg a écrit Monster in the Hall au fil d'un atelier théâtre mené dans une banlieue d'Écosse auprès d'une classe de jeunes aidants, c'est-à-dire des adolescents qui s'occupent d'un parent isolé, malade, toxicomane ou alcoolique. Gregg a prévenu les élèves qu'ils se serviraient de cette expérience pour rédiger une pièce. Tous ont accepté à deux conditions, que ce soit drôle et que le public n'ait pas pitié d'eux. J'ai beaucoup aimé ce principe, c'est très proche de la manière dont j'ai abordé Swagger. J'ai une vision de la jeunesse, qu'elle soit défavorisée ou non, on peut la comprendre rien qu'en s'intéressant aux fictions qu'elle a dans la tête, au monde qu'elle échafaude pour briser son carcan. Justine Lacroix, qui incarne Lucie, a été révélée dans C'est ça l'amour, où elle jouait l'une des filles de Bully la Nurse. C'est ça l'amour. On va voir, c'était quoi le... Ah oui, il était beau ce film. Il était beau. Ah ouais, je l'avais pas reconnu, dis donc. Le réalisateur de Normal n'avait pas vu le film de Claire Burger et a choisi la jeune actrice lors d'un casting. Elle m'a immédiatement ému lors d'une improvisation pour le casting. Il s'agissait d'un entretien avec un assistant social, au fond, c'est sa manière de dire papa qui m'a bouleversé. Tout était dit, on
on est bien avec mon papa. Son amour profond, sa volonté farouche de défendre sa vie avec lui et de sauver les apparences pour ne pas être séparé de lui. Et j'ai peut-être également choisi Justine parce qu'elle a grandi dans l'Est de la France comme moi. Cela relie nos adolescences. Justine Lacroix ne savait pas qui était Benoît Poulvorde avant de le rencontrer. Ce qui m'arrangeait bien car je souhaitais ramener Benoît sur Terre. S'amuse le réalisateur. Il précise, je lui ai donné une liste de films à voir dont les 400 coups qu'elle a détestés. Elle est d'une génération portée sur les séries américaines plutôt que les livres ou les films. Le personnage de William, joué par Benoît Poulvorde, n'est pas sans rappeler l'archétype du belge baraki. L'archétype belge du baraki qui désigne en wallon un forain, une personne vivant dans une baraque ou une roulotte. Le réalisateur a tenu à aiguiller ce rôle d'homme frustre vers un côté poète. Ça reste un homme qui passe du temps dans les bouquins de science-fiction, dans des imaginaires assez foisonnants. Il s'est fait preuve d'inventivité. Benoît a très bien ménagé cet équilibre entre le baraki fan de moto et le geek lettré, parce que sa personnalité est constituée de ce genre de grands écarts. Voilà donc pour ce film, moi je l'ai vu. Effectivement, le Benoît Poulvorde tient le rôle à lui tout. Enfin, il incarne le rôle du père de manière magnifique. Comme je disais tout à l'heure, la fille en face, parce qu'il faut quand même tenir face à un acteur comme Benoît Poulvorde, tient très bien. Et on voit effectivement le côté on n'a pas pitié d'elle. On a envie d'être avec elle, de la soutenir, mais ça tombe pas dans le misérabilisme et la pitié, ça c'est bien réussi. Non, vraiment un chouette film qui mériterait des prix aussi bien pour les acteurs que pour la réalisation, parce que vraiment il est vraiment très beau. Allez, film suivant, Abbott Kim So-hee, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. 화이팅! 오늘은 나의 친구 수이라. 드디어 우리도 대기업 보낸다 이거야. 여기다가 사인하시고. 공인중개사? 그래도 이제 나 사무직 여직원이다. 파이팅. 사랑합니다, 고객님. 무엇을 도와드릴까요? 좀 기본치도 못 미쳐. 그래가지고 습도 못. 전체 콜센터 통틀어 우리 팀이 꼴찌죠. 어서요. 가만 보니까 소희가 의지가 없는 거 같아. 너 이래가지고 못 버틴다. 사회생활이다 그렇죠. 버텨야 된다잉. 전투사 형사계 오유진 경관입니다. 각 학교 현장 실습 감독하는 책임자가 누굽니까? 아주 빠릿빠릿한 줄 알고 오냐오냐 했더니 너 임마 그렇게 해가지고 학교에 미치는 데미지가 얼마나 큰지는 알아? 너 뭐 하는 거야 대체? 경찰이 수사를 안 해주니까 그렇지. 그것들을 조사해야 된다고. 조사해야 돼요. 왜 가만히 있었냐고. Pareil, ça avait fait penser au problème d'Orange à un moment. France Télécom, je sais plus si c'était France Télécom ou Orange. Il y a un petit côté social là qui est très actuel avec aussi les plateformes d'appel et tout. C'est un film qui est très chouette et assez dur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? On l'a vu, il a été présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Fin 2016, dans une petite ville de Corée du Sud, à Jeonju, est survenu un drame lié à l'histoire d'une lycéenne qui suivait une formation professionnelle dans un centre d'appel pour une grande entreprise de téléphonie. Sa famille et les syndicats ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident de travail. L'entreprise en question a fui devant ses responsabilités. L'indignation envers cette entreprise dont les conditions de travail dégradantes ont été révélées a été très violente. Des excuses ont été présentées avec la promesse d'améliorer les conditions de travail. Suite à cela, la loi a été modifiée.
Ce n'est que fin 2020, quand on lui a proposé d'en faire un film, que la réalisatrice a découvert ce fait divers. Fait divers qui est quand même pas bon, hein? Quelqu'un qui se suicide dans l'entreprise, quand même, c'est pas rien. Après avoir joué une policière dans A Girl at My Door, le précédent et premier long métrage de Julie Jung, Donna Bae incarne dans Abbott Kim So-hee une détective. La réalisatrice ne pensait pas avoir accès à une actrice aussi célèbre quand elle préparait A Girl at My Door. C'est après l'avoir vue dans As One sur l'histoire vraie de l'équipe féminine de tennis de table aux Jeux Olympiques formés par les deux Corées que la réalisatrice a eu un déclic. Elle lui a envoyé le scénario par mail. 3 heures plus tard, l'actrice l'a contacté pour accepter le projet. Ouais, puis en plus, rapide, quoi. Si tu l'envoies, tu te dis, bon, elle n'a pas que ça à faire dans sa vie, elle a peut-être d'autres rôles à préparer. Et 3 heures après, oui, bonjour, c'est l'actrice, je suis d'accord. Quand t'es réalisateur, ça doit quand même te surprendre, hein. Alors, retrouvailles sur Abbott Kim So-hee se sont déroulées naturellement comme le raconte la cinéaste. Nous ne nous étions pas vus depuis 7 ans et elle a su saisir tout de suite mes intentions, comment je voulais raconter cette histoire, quel genre de film je cherchais à faire. À la fin du processus d'écriture, j'étais très inquiète. Cela faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Grâce à Donna Bae, oui, il y a 2 O, j'ai pu prendre confiance dans mon scénario et dans le film que je souhaitais réaliser. Elle a été ma meilleure alliée, c'est une actrice exquise qui sait saisir l'essence d'un projet. Pour Julie Jung, le film est une exploration de la société coréenne et de son fonctionnement. Ce qui arrive à So-hee est un drame, je l'ai évoqué tout en montrant la nature effroyable de la société dans son ensemble, qui n'hésite pas à souiller la victime pour se dédouaner. Qu'est-ce qui fait mon téléphone a une vie propre. Est-ce que j'ai dit OK Google? Non. Oh là là, non mais n'importe quoi, hein. Je sais plus où j'en étais. Pour se dédouaner, oui, c'est aussi tragique et déchirant que la disparition elle-même. Mon seul souhait est que tous ces enfants ayant connu un drame similaire ne soient pas oubliés et qu'ils restent vivants à travers So-hee. Voilà, parce qu'on imagine que qu'il n'y a pas qu'un problème, une personne. C'est généralement un ensemble. Allez, film suivant, Cocon. On revient en Europe et on va en Allemagne. Non, oui, Allemagne. Avec ce film, bande-annonce tout de suite. Theosa? Das hat 0 Kalorien, weil du es genauso wieder auspackst. Auch noch voll viele Models. Ja, mach mal so einen Zeitlupenfilter drüber. Warte. Die ist gut. Richtig. Gib mal deine Hose. Ich wasch die aus. Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Wer ist denn das? Die ist die Neue aus der Nachbarsklasse. Die ist Rumi oder so. Als ich vorhin geschwommen bin, da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Ganz voll gepumpt mit Licht und Wasser. Und als ich es dann hochgeholt habe, da war es nur eine einfache Plastiktüte. Stell dir mal vor, das ist mit einem schön. Es ist so da. Dann ist es einfach wieder weg. Voilà pour cette bande-annonce. Évolution de la ville de Berlin. Je suis berlinoise. Aujourd'hui, cette phrase suscite souvent des réactions enthousiastes. Selon Léonie Krippendorf, venir d'une ville qui compte parmi les plus passionnantes du monde en ce moment semble en effet formidable. La réalisatrice explique toutefois
Pourtant, Berlin n'a pas toujours été un endroit facile pour grandir, pour moi comme mes amis. Nous avions tous un passé familial chaotique. Malgré tout, notre enfance et notre adolescence ont été une période de liberté absolue. Nora grandit 20 ans après moi à Kreuzberg. Sa génération n'est pas comparable à la mienne. Adolescente, je n'ai pas connu l'exposition de soi sur les réseaux sociaux et je m'en réjouis. J'avais déjà du mal à trouver mon identité à l'adolescence sans la visibilité permanente des médias. Pour la génération de Nora, cette visibilité est tout à fait normale depuis longtemps, mais la puberté semble être quelque chose d'intemporel. 2 générations après Léonie Krippendorf, Nora se préoccupe toujours des mêmes sujets. Qui suis-je? Quel est ce monde? Comment est-ce que je veux me positionner? Et qui est-ce que je veux aimer? La cinéaste précise les espaces vides que ces grandes questions soulèvent et qui nous accompagnent souvent jusqu'à la fin du film, jusqu'à la fin de notre vie, pardon, car elle demande toujours de nouvelles réponses. La génération de Nora essaie de les combler à l'aide d'Internet. Sa génération est la première à avoir grandi avec une évidence numérique qui ne peut plus être apprise à l'âge adulte. Cela crée un fossé invisible entre les jeunes et les adultes qui ne peuvent plus être considérés comme des figures d'identification dans la vie quotidienne. Le corps changeant de Nora est inévitablement comparé à la perfection artificielle que les réseaux sociaux véhiculent sur le fait d'être une femme. La cinéaste allemande confie « Les filles de l'âge de Nora aimeraient correspondre à cette perfection inaccessible, mais Nora ne ressent pas le besoin de se conformer à cette image de la femme. Ce n'est que lorsque Romy entre dans sa vie que Nora trouve le chemin de sa propre féminité et de son amour. Je pense que Cocon raconte une histoire importante, c'est une histoire de libération, se libérer des stéréotypes de beauté créés par les réseaux sociaux pour être enfin libre. C'est aussi l'histoire de 2 jeunes filles berlinoises sauvages qui se frayent un chemin à travers la jungle de Kreuzberg et transforment le parc en forêt, la piscine en mer et le bac à sable en plage. Et en ça, c'est très réussi. C'est très réussi puisque oui, on voit bien que ces deux jeunes filles, il n'y a rien qui va les arrêter et surtout pas le regard des autres. Bon, c'est vraiment un joli film. Bon, ça révolutionne pas le genre. Mais au début, je pensais m'ennuyer un peu et le fait de la découverte de la sexualité et que ça passe par une sexualité homosexuelle, ce qui n'est pas le plus montré au cinéma, ça rajoute une petite chose et comment du coup elle doit se comporter vis-à-vis de sa sœur et de l'ami de sa sœur pour qu'elle ne le devine pas. Donc vraiment, ouais, très, très beau film. Allez, film suivant, on va partir sur un documentaire, on revient en France avec Relax, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Seriez-vous disposé à vous mettre hors la loi pour faire valoir vos idées? Je ne répondrai pas à cette question. Diriez-vous de vous-même aujourd'hui qu'on pourrait vous qualifier d'activiste? Je suis là pour répondre de fait, peut-être pas répondre à cette question. 10 personnes sont en garde à vue. Il s'agit de militants d'ultra-gauche. Elles sont soupçonnées d'être les saboteurs des lignes SNCF. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre que vous ne passiez pas à l'action? Ça, c'est de la logique inquisitoriale. Ce qu'on va juger, c'est les idées des gens. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est dangereux, en fait, de penser comme ça. On a peur de se sentir face à la justice, pas prêt, quoi. Depuis le premier procès verbal, rédigé le 15 novembre 2008, l'histoire de l'affaire dite de Tarnac avait l'air d'être déjà préécrite. Ah, je voudrais bien assister à ce procès, je te leur casserai la gueule à cette bande de cons. Vous transformez chacune de nos amitiés en contact suspect et vous fantasmez toute une constellation de malfaiteurs internationaux. Tu seras seul à ce moment-là, à mon avis, tu comprends pas ça. Et même s'il y aura plein de gens qui te mettront des mains sur les épaules, t'es seul. Cette affaire fait partie de ma vie depuis 10 ans. Elle a brisé des amitiés, des amours et des familles. Je ne suis pas le portrait qui a été fait de moi. Je n'ai jamais volé ni recelé des cartes d'identité. Quels sont vos projets? À court et moyen terme, la relax. Le groupe de Tarnac, ça n'existe pas, d'accord? C'est une fiction politique et médiatique. Voilà, donc on revient sur les gens qui avaient été arrêtés à Tarnac au moment des événements de Tarnac, bien entendu. Et on voit
comment comment ils se sont préparés pour faire face au procès. Ils expliquent bien comment faire face à cette machine juridique alors on se sait innocent et qu'on est clairement déclaré comme étant le coupable. Et il y a pas de doute que ce soit eux les coupables. Et donc vraiment comment ils ont réussi à rester bien fusionnels entre eux. Et vraiment, ouais, le film est chouette. Et en plus, ils présentent donc ce qu'ils ont développé à Tarnac, les écoles, les cafés, le café bibliothèque, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, vraiment un chouette documentaire. Moi, c'est vrai que l'affaire de Tarnac, ça m'était sorti un peu de la tête. Et ça réexplique bien quand même la chose. Alors, naissance du projet. Audrey Ginestet a décidé de faire un film sur l'affaire de Tarnac lorsqu'elle a vu la manière dont elle était traitée immédiatement après son déclenchement. La cinéaste a été choquée par l'emballement médiatique qui, parfois, jusqu'à la diffamation, faisait de ses connaissances des terroristes et de mauvaises caricatures de révolutionnaires. Elle précise « J'ai tout de suite pensé que j'étais au bon endroit, à la bonne distance pour raconter de l'intérieur ce qu'ils vivaient et qui n'avait à peu près rien de commun avec ce qui était exhibé. J'ai compris qu'un des principaux champs de bataille de cette histoire concernait les mots qui les accusent, groupe à vocation terroriste, association de malfaiteurs, sabotage, manifestations violentes. Il y avait également les mots qu'ils sont accusés d'avoir écrits, l'insurrection qui vient, signée du comité invisible, les mots avec lesquels ils et elles vont être capables de reformuler la situation, de se défendre, et aussi les mots qu'ils ne se disent pas. Une des singularités du film est de ne pas suivre la dramaturgie classique pour évoquer ce genre de situation, avec, face à la manipulation politico-policière relayée par les médias officiels, une mobilisation des soutiens, le travail des avocats. Audrey Ginestet précise « Je voulais simplifier l'affaire pour les besoins du récit, c'est aussi pour cela qu'il y a des registres d'images différents. J'ai tenté de rendre apparent le fait qu'il y ait des zones d'ombre, des choses dont le film ne se préoccupe pas, sans pour autant perdre le spectateur. Je voulais lui faire sentir que cette affaire le dépasse, tout comme elle me dépasse et dépasse également les protagonistes du film. » Après avoir étudié la sociologie et le cinéma, Audrey Ginestet devient ingénieure du son, monteuse son et mixeuse pour de nombreuses productions radio, télévision et cinéma. Elle réalise 2 courts-métrages, Dokonan en 2004 et Spring Yes 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 en 2012, ainsi qu'une web-série documentaire. Audio Stories en 2016, Relax est son premier long-métrage. En parallèle, elle est bassiste au sein du groupe Aquaserge. Tout ce travail effectué par les inculpés sur les documents judiciaires, sur les mots ou encore sur les attitudes d'avoir est très éloigné de ce qu'on considère comme le fonctionnement normal de la justice, en particulier du côté de la défense, la réalisatrice confie. C'est également ce que m'ont dit des avocats en voyant le film. Ils montrent l'appropriation du dossier d'instruction par les accusés eux-mêmes. Pour avoir suivi de près tous les rebondissements de cette affaire, je peux dire que la relax provient de cette appropriation, légalement réservée aux professionnels de la défense par les inculpés. Manon est le personnage central de Relax pour plusieurs raisons. La réalisatrice a ainsi vite découvert en la filmant qu'il se passait quelque chose entre ma caméra et elle, comme une vibration, un courant d'air qui passe et qui peut toucher les spectateurs. Durant les 10 ans de l'affaire, Manon n'a fait aucune apparition médiatique, elle est restée en deuxième ligne, mais le moment du procès l'oblige à s'exposer, à redéfinir sa défense. C'est ce qui m'intéressait aussi. Manon tenait à ce que soient gardées des traces de ce combat afin qu'elle puisse servir à d'autres qui sont engagés dans des luttes semblables. C'est la raison pour laquelle elle a consenti à être filmée et a trouvé le courage de se montrer dans des moments de grande vulnérabilité. Le film tel qu'il existe résulte d'un long processus. Audrey Ginestet a en effet beaucoup réfléchi en amont du tournage, mené des entretiens avec les inculpés et beaucoup lu. Lorsque le tournage a commencé, j'avais un cahier avec un très grand nombre d'éléments qu'il me semblait important de voir figurer dans le film. Encore fallait-il qu'il se produise quelque chose qui, en termes de rapport humain, d'émotion, de signification suggérée, advienne effectivement. Et de manière un peu miraculeuse, ce que j'avais espéré pour pouvoir capter à un moment ou à un autre se trouvait dans les rushs. Elle ajoute, par exemple, la scène du petit déjeuner où il est question de la solitude de Manon,
Je l'avais souhaité, mais je n'ai rien fabriqué. Cette préparation m'a permis d'anticiper d'où je devrais filmer et surtout de déterminer ce qui, dans cette vaste affaire, ne m'intéressait pas. Le montage a été assez long. Voilà donc pour ce documentaire. Et on va passer à Miracle. Miracle? Mais alors attends, j'ai oublié de mettre la bande-annonce de Miracle. Ah oui, il est bien celui-là. C'est un film sur la religion encore. Et je l'oublie. Oh. Il y en a quand même beaucoup qui sortent en ce moment, je trouve. Hein. Vous allez voir, ils sont pas mal ceux-là non plus. Allez, je vous mets la bande-annonce. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. J'ouvre le livre, c'est authentique. Mon orgueil de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler, et de parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment destiné. Ce n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. C'est 16 000 pages de cahiers, manuscrits. C'est une caméra et c'est un micro qui a été plongé dans le temps et dans l'espace. En las dos córneas aparecen 13 pequeñas imágenes. Pueden ser reconocidas históricamente. C'est tellement vertigineux, tous nos repères volent en éclats. Or, on a deux camps, les pros et les anti. Je vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on l'est pas. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le linceul? C'est vraiment le jour et la nuit, ces deux tissus. Chaque élément est vérifié scientifiquement. On a toutes les preuves depuis 2005 que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. C'est quand même un ensemble de découvertes scientifiques absolument incroyables. Et c'est pas contestable, c'est pas contestable. Il est bien celui-là aussi. Alors, il n'y a pas plus, hein. On va pas s'étendre sur le... Et on passe à un drame qui peut rappeler un petit peu normal, mais ce coup-ci dans l'autre sens. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. Aida! ¡No me dejas, borracho! ¡Te quedaste en mi llave! ¡Me dejaste cerrada ayer! ¡Me voy a ir a una ciudad de papá! No sabía que había muerto. La noticia es normal, hay que dejarlo todo afuera. ¿Qué pasa? No sé lo que me está pasando. Lo único bueno que tenías en la vida era el bici y ya no lo tenés. ¿Por qué viniste? Extrañar. Quiero estar con vos. Vos no podés estar ni con vos mismo. Yo te amo. Decime qué más. Decime. Quiero ver a mamá. Me voy a ir a Brasil. Voy con vos. Cuando desapareciste era cuando más enamorado de vos estaba. Me quedé acá sola. Vos te divertiste, ¿no? A veces siento que mi cabeza va a explotar. Lo hice de vos, lo único que aprendí es que cada uno se salva solo.
Sería muchísimo más fácil si vos no existieras. Tienes que pensar lo que vas a hacer ahora. Ahora mismo. Creo que quiero vivir en ese estado todo el tiempo. Voilà donc pour la bande-annonce. Il me semble qu'il a été prouvé que le linceul de Turin est un faux, et cela par des scientifiques. Ouais, non, mais c'est extraordinaire, parce que là, t'as quand même le gars qui dit c'est pas qu'on conteste le résultat des... Comment ça s'appelle, là truc 14, là, du carbone 14, c'est qu'il est invalide. Si t'es scientifique, que t'as fait ton analyse, respecte l'analyse, quoi, c'est... Enfin bon. Non, mais il a l'air bien, ce... Et oui, en plus, oui, il a été prouvé que c'était un faux, et cela par des scientifiques, tout à fait, oui. Cœur errant est né de la volonté profonde. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est comme les économistes. Pour les retraites, le gouvernement a ses économistes qui disent que c'est pas bon, et nous, on a nos économistes qui disent, bah si, c'est bon. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut faire dire aux choses. Est né de la volonté profonde de Leonardo Brzezicki de parler de la vie intérieure de tout un chacun, particulièrement à travers le parcours de Santiago campé par Leonardo Sbaraglia, le metteur en scène qui s'identifie à la crise d'identité traversée par ce personnage, développe. Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et après avoir écrit et réalisé ce film, j'ai vu à quel point ce personnage résonnait chez les spectateurs, quelle que soit leur orientation sexuelle. Tout le monde a ses blessures, et pour différentes raisons, on les cache ou on essaie d'en guérir. Ça y est. Le personnage comme moi-même tentons de les soigner, mais il y a souvent une contradiction entre la volonté de les cacher et le besoin de les exprimer. À travers le cinéma comme un moyen d'introspection, je cherche à me connecter à ma douleur, tout en établissant une relation avec les autres. Beaucoup de ces blessures viennent de mon passé, comme le rejet que j'ai pu ressentir dans mon enfance. Ayant subi des violences scolaires et grandi avec le sentiment qu'être soi-même est une honte, ne rentrant pas dans les normes et n'ayant pas de modèle auquel m'identifier. Grandir avec cette haine intériorisée conduit ensuite à un manque de confiance en soi, à beaucoup d'anxiété. C'est presque devenu quelque chose de physique, et ça m'a conduit à une crise violente, durant laquelle je me suis raccroché à l'écriture pour tenter de garder la tête hors de l'eau. Leonardo c'est pas facile à dire ça, hein. Brzezicki. Je vais dire le réalisateur après. Hein. Est né à Buenos Aires en Argentine. Il a réalisé plusieurs courts-métrages primés à travers le monde. Noche, son premier long-métrage, a été présenté au Festival de Rotterdam en 2013. Son dernier court-métrage, The Mad Half Hour, a été présenté en compétition au Festival de Berlin en 2015. Il a ensuite reçu le prix du meilleur court-métrage au Festival Indie Lisboa. Cœur battant est son deuxième long-métrage. Leonardo Sbaraglia joue Santiago, le personnage principal. Nous avons répété pendant des mois, en se voyant tous les jours, pendant des heures. Nous savions qu'il fallait arriver sur le tournage parfaitement préparé, car il était très intense, et peut-être trop court par rapport à l'ambition du film. Ils n'ont tourné seulement que 4 semaines. Pendant les répétitions, nous avons travaillé principalement à trouver l'énergie du personnage, la façon dont il devait parler, bouger, l'expression de son regard, l'inconfort permanent qu'il ressent. C'était aussi le moyen de se découvrir en tant qu'être humain. Nous avons eu beaucoup de conversations intimes. Confie le réalisateur. Le réalisateur a toujours été attiré par les films qui marquent les spectateurs après la projection et qui les invitent à se confronter à eux-mêmes. Il explique... C'est comme ça que s'exprime mon amour du cinéma, car pendant mon adolescence, j'ai ressenti de grands moments de solitude où je ne pouvais exprimer à personne ce que je ressentais. Je ne trouvais aucun modèle qui me ressemblait. Cet art a le pouvoir de toucher la fibre intime des gens, de nous confronter à nous-mêmes. Il permet aussi de mieux nous comprendre. Un de mes mentors m'a dit récemment que ce qui nous est le plus personnel est le matériel brut de l'art. Je cherche à aller dans cette direction, montrer ce dont on est fait à l'intérieur,
Cela peut être de très belles fleurs, mais aussi de la boue mélangée avec un passé turbulent. Depuis le début, le réalisateur avait en tête l'image de Santiago, un homme flottant à la surface de l'océan, dans l'écume, qui voudrait toucher le fond. Il essaye, mais n'y parvient pas et remonte toujours. Il s'invente des histoires pour pouvoir avancer. Le réalisateur précise, c'est un personnage très contradictoire, il a la volonté de s'en sortir avec beaucoup de force, et en même temps il ne sait pas comment s'y prendre. Tous les éléments extérieurs l'affectent, il n'arrive pas à apaiser son esprit. Je suis très sensible aux contradictions chez les gens, c'est ce qui nous rend humains. Ce que l'on cache et que l'on pense honteux constituent des secrets qui nous empêchent de trouver une paix intérieure. Il y avait une volonté inconsciente chez moi de montrer aux gens le sentiment de honte qui ronge ce personnage, d'aller regarder le côté obscur de son intimité, ce dont il a le plus peur. Voilà donc pour ce film. Et effectivement, on n'en ressort pas comme ça. Hein, non. Il est vraiment... Il est bouleversant et sensible comme c'est mis sur l'affiche. L'acteur principal est criant de vérité, de contradiction, et effectivement, la fille a un problème. C'est pour ça que je disais qu'il me faisait penser à Normal. Ce Normal, c'est la fille qui aide son père qui est malade, et là, c'est lui qui essaye de vivre avec sa fille qui fait des crises d'angoisse assez régulièrement. Et donc, de panique, d'angoisse, on ne sait pas trop quelle est la maladie exactement. Et donc, lui essaye de vivre sa vie, malgré tout, et ses désirs, de satisfaire ses désirs. Donc vraiment un beau film, mais pas d'une grande gaieté, et on en ressort, oui, effectivement. À la fin, on peut se poser des questions sur soi, sur le monde, sur tout ça. Hop, allez. Dernier film. The Forest Maker. Alors par contre, j'ai qu'une bande-annonce en anglais. Je vais vous mettre les sous-titres. Ouais, c'est bon, les sous-titres sont bons. On regarde la bande-annonce tout de suite. Many call Tony Rinaldo the Mother Teresa of Africa, a term that makes him uncomfortable, because it is not about miracles, even though he makes entire forests grow without planting a single tree. For his work, he was awarded the so-called Alternative Nobel Prize. If you give nature a chance, it will heal itself. I am following Tony Rinaldo into faraway villages where he started his work almost 40 years ago. The picture that came to me was that of an underground forest, roots that survived for decades, just waiting to re-emerge into the light. So you're really kick-starting the whole ecosystem. Soon I was more interested in the farmers than the trees because of their exuberance and hope for the future. Sai ya kawo mana itatuwa daga sura zaka na ce ai gona da itatuwa ta gwado. It was the small farmholders who implemented his method of farmer-managed natural regeneration in 25 countries so far. I firmly believe that with the right production methods, Africa could easily feed the world. No. Yes? Yes, of course. Voilà, donc c'est le parcours de ce prix Nobel de la paix qui participe à aider au reverdissement de l'Afrique. J'étais en train de chercher mes mots. Et donc, ouais, c'est sacré travail qu'il fait. Alors, avant de lancer le live, je regardais vite fait les annonces, voir s'il n'y avait pas des choses importantes. Il y a une chose importante. Aujourd'hui, dans le monde du cinéma, il y a une chose importante. Et on va regarder une bande-annonce qui dure 4 minutes, et moi qui m'a beaucoup fait rire. Oh, on en parle après.
Attends, faut que je remette ça. Hop. C'est parti. I know that this road has been very hard. And yet here you are, building this magnificent family. What's going on in that head of yours? Something little B said it. He said, Dad, they're not afraid of anything. But I am. I'm afraid of losing someone I love. Dominic Toretto, you're about to learn all about fear. Boom! You built such a beautiful life, filled with love and family. I never got that chance. You stole that from me. My future. My family. And now, I'm gonna break yours. Piece by piece. He's coming for you with everything. What's the plan, Dom? I'm not sure anymore. One of us might not come back from this. But we have to fight. Never accept death when suffering is owed. All the dangerous. Ain't too many get banged with us. Label us notorious. It's a setup. He's trying to tear us apart. Our situation is a tight one. What you gonna do? Find our one. Winning used to be about winning. We raced for respect. Today, I raced to stop the bloodbath. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Let's race! You still know how to drive? What do you think? It's showtime. Here we go! Game recognizes game. I'm coming for you, son. Let's ride. Let's ride. Let's ride. Here they come. You will never be able to break my family. Good morning, sunshine. You gotta be kidding me. Hein? Ça valait le coup. Presque aussi bien que le film indien de la semaine dernière, tout à fait, sauf que là, c'est américain. Ils se prennent très au sérieux. Trop au sérieux. Alors bon, peut-être les fans de la première heure vont être contents parce qu'il y a le retour des courses de voitures, je sais pas. Et alors, rien que par curiosité quand même, là, il dure combien de temps Ah, on n'a pas les temps encore. Ça va faire un minimum 2h30, quoi. Et en plus, ils ont refait des scènes, parce que dans le l'épisode avec le coffre, où on les voit, deux voitures tirer le coffre, là, ça devait être le 5e, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas du tout l'acteur de Aquaman dedans. Il n'y avait pas de Jason Momoa dedans. Donc ils ont refait des scènes. Ils réécrivent les films. Et la scène où il est attaché à un cylindre par 2 hélicos, il met le boost, il fout un coup d'accélérateur,
Ah, ça, c'est génial. Ça, ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je signe tous les jours. Bon, s'il fait 2h30, j'aurai le film en 3 fois parce que c'est fatigant. Ah là là, enfin, que voulez-vous? Eh bien, on arrive à la fin de ce live. Et j'espère que ça vous a plu, qu'il y a des films qui vous ont tenté. Et puis, voilà. 20h33. Qui est-ce que je raide? Bonne soirée, Michel. Hérétique. Hérétique, mais il vient juste de lancer, il est pas là avant 10 minutes. Bon, allez, on va raid Hérétique quand même. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir que ça te plaise. Mais c'est vrai que cette semaine, par contre, il y a moins de films que j'avais vus. Je vois pourtant des films tous les jours, mais... Hop. Merci, Monsieur Calou. Merci à tous pour votre présence. Je vous envoie chez l'hérétique en chef. Il va faire du barotrauma ce soir. Hop, le temps de lancer le raid. Voilà. Mesdames et messieurs, merci encore de votre présence. C'est cool à chaque fois de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout n'oubliez pas d'aller au cinéma.